Donc, évidemment, vous imaginez notre joie de vous accueillir toutes en début d'après-midi. Là, vous étiez 44 inscrites, déjà 30 présentes actuellement. Et c'est vraiment chouette pour nous de voir euh, vous toutes aussi nombreuses sur ce sujet, hein. C'est un sujet qui est passionnant, qui est à controverse aussi, ou tout au moins à questionnement. Et donc, on est là pour en parler et on sera ravis de vous écouter là-dessus. Nous avons été une petite équipe à la PAD, on a été quatre, il y a eu Audrey, Claire, Sidonie et moi-même qui avons réfléchi sur cette charte. On s'est appuyé sur bien sûr notre code de déontologie, ça va de soi, mais surtout la charte de la NSFL et la charte de la MANA aussi, qui nous a beaucoup inspiré. On aimait beaucoup leur philosophie. La MANA, c'est une alliance des sages-femmes nord-américaines. Donc, on a édicté cette charte qui a été qu'on a conçue en deux temps, hein, le côté éthique et le côté pratique, qui a ensuite été débattu au sein de notre CA de l'APAD, où on est actuellement maintenant 12 membres, et ça a été source de réflexion, voilà, et on a toutes validé cette charte, toutes ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, pourquoi avoir décidé de créer cette charte? Quand on a constitué l'APAD, hein, il n'y a plus de secret pour vous, l'APAD, c'est l'association professionnelle des sages-femmes des accouchements accompagnés à domicile. Nous avions à cœur de lui donner une couleur, en tout cas une culture commune qui est partagée entre nous toutes, basée sur ce que l'on a dit, hein, le code de déonto, mais pas que. Et parce que nous formons une corporation de sages-femmes particulières, hein, qui sont souvent stigmatisées et contre lesquelles il y a quand même un certain nombre de procédures, voire de procès ou de... Voilà. Il nous est apparu de non pas proposer un cadre qui est assez enfermant, mais plutôt des recommandations de bonnes pratiques qui nous incitent à la prudence et qui nous protègent toutes d'une certaine façon. Alors, je... Isabelle, Oui, je peux? oui. Alors, on ne parlerait pas de recommandations. On a dit préconisation. Préconisation. J'allais y venir. Voilà, Ouais. merci. Donc, c'est une succession de préconisations, mais entre préconisation et recommandation de bonnes pratiques, ce sont des nuances de parole, mais globalement, vous comprenez le sens, hein. Mais merci Sidonie pour la précision. Euh, bah, l'objectif principal, c'est de nous assurer d'assurer des soins en sécurité pour les patientes qu'on accompagne et pour nous-mêmes sages-femmes. Parce que ce qui va arriver à une de nos collègues, parce qu'elle aura été trop border, peut nous porter tort à nous aussi. Et également, l'objectif de cette charte, c'est d'uniformiser nos pratiques, d'éviter de nous mettre en situation difficile aussi. Et l'objectif essentiel, c'est d'intégrer les réseaux de soins. Et vous voyez la difficulté que l'on a dans certaines régions à collaborer avec nos confrères hospitaliers ou les instances. L'objectif est aussi bien sûr que grâce à notre professionnalisme à tous et toutes, je crois qu'on n'est que des filles aujourd'hui. S'il y a un homme, il peut se manifester, je ne vois pas, mais actuellement, il y a que des filles. Nous puissions justement intégrer ces réseaux de soins. En préparant ce webinaire, on s'est dit aussi que en tant qu'APAD, on est au courant de tous les faits et gestes des sages-femmes françaises, des sages-femmes AAD françaises, et de toutes leurs difficultés qui sont remontées à l'APAD. Et c'est aussi ça qui nous a incité à essayer de poser ces préconisations pour nous protéger toutes, parce qu'on est toutes reliées les unes aux autres d'une certaine façon. Alors aujourd'hui, eh bien, évidemment, c'est une opportunité assez magnifique d'être là toutes ensemble pour en parler. Et on est particulièrement ouverte à vos suggestions, à vos réflexions. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de s'enrichir mutuellement, de modifier certains aspects aussi, certains items de la charte si nécessaire.
En tout cas, d'en parler en toute liberté. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde et je vais donner la parole à Sidonie. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous dérouler un petit PowerPoint euh, qu'Isabelle a concocté, pour être précis. Et j'ai envie de dire, vous allez voir, ça reprend un peu tous les items de la charte. Donc, euh, je, enfin, nous, on la connaît pas mal, cette charte, évidemment, puisqu'on l'a travaillée. Donc, vous l'avez lu ou pas encore. Euh, on va pas forcément tout lire. Elle est accessible sur le site de la PAD, vous la retrouverez facilement. Euh, L'idée, c'est un peu de passer un peu les grandes lignes et puis de surtout laisser un temps d'échange avec vous et de vos questions. Ça va être ça le plus intéressant. Donc là, euh, j'imagine que vous êtes pour la plupart au courant que le guide pratique qui a été travaillé par l'ANSFL et la PAD est donc sorti cet automne, en automne 2024. Il y a d'ailleurs la semaine prochaine un événement à Paris pour sa sortie, un événement un peu officiel avec les institutionnels et la presse. Euh, mais du coup, si vous ne connaissez pas ce guide, je vous invite à vous le procurer. Euh, la charte va venir tout à fait être en adéquation avec ce que vous trouverez dans le guide, en fait. Ça va tout à fait ensemble. Alors, l'idée, c'est que cette charte, plutôt que de diviser, elle a vraiment pour objectif de favoriser notre solidarité et l'entraide. Euh, j'ai envie de dire, ce qui ne veut pas dire que ça nous enlève notre autonomie professionnelle, absolument pas. Enfin, en tout cas, c'était pas notre volonté. Ce n'est pas notre volonté, mais c'est plutôt que ça résonne avec responsabilité. Euh, Être libre de, de ses choix professionnels, évidemment, mais nous avons une responsabilité que vous connaissez toutes, déjà vis-à-vis des gens qu'on accompagne, et puis vis-à-vis de l'ensemble de notre communauté. Euh, voilà. Bon, ben voilà, ça reprend un peu ce que je viens de dire. Donc, la signature de cette charte, vous l'avez vu pour celles qui ont adhéré cette année, il est question de signer. On ne peut pas adhérer à la PAD sans la signature de cette charte. Ça a été notre choix, OCA. Donc, comme vous l'introduisez, Isabelle, on a choisi d'organiser cette charte en deux temps. Un petit peu les principes qu'on a appelés éthiques, voilà, les principes globaux, des choses qui sont pour la plupart partagées par l'ensemble, comme euh, la grossesse et la naissance sont des processus de vie physiologiques et voilà. La, Tu peux faire dérouler peut-être? euh, la sage-femme respecte l'autonomie de la femme dans le processus de la grossesse. La sage-femme reconnaît que chaque femme a ses propres compétences pour prendre des décisions qui la concernent. Euh, la sage-femme prend soin de la femme en laissant de côté ses préjugés. Euh, Sidonie, on ne voit pas le diaporama. Ah bon?
Non. Comment Si, moi je le vois, Michel, Isa. Alors, comment ça moi se aussi, je je le vois vois. pas, moi. Moi aussi, je le vois. Donc, Moi moi, je aussi. vois pas. Il faut que tu fasses défiler l'écran peut-être, ou que tu changes la présentation de C'est pas grave, l'écran. moi, je m'en fous, je le connais par cœur, hein. C'est pas un problème, mais j'étais étonnée de ne pas le voir. Ok, C'est bon, je pense que tout le monde le voit. merci. Nous, on le voit bien, ouais. Donc, j'en étais où? Oui, la sage-femme prend soin de la femme en laissant de côté ses préjugés. Le rôle du coparent est valorisé si c'est le souhait de la dame. Et la sage-femme conserve son indépendance professionnelle dans les limites de son exercice. Euh, voilà. Donc, voilà nos 7 principes éthiques, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce que déjà, il y en a qui voudraient réagir à, à ces 7 premiers items? Est-ce que vous avez des choses à partager ou des questionnements? Je veux bien refaire défiler doucement. Voilà. On peut- Après, moi, je vois pas les réactions, hein, Claire. Donc, il faut que tu me les dises, hein, s'il y en a. Oui, 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 tout à fait. Excuse-moi, j'étais sur le chat. Kitri nous dit que c'est très clair. Merci. Je vois pas de main levée. Donc, écoute, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais je te dirai s'il y en a. Mais là, c'est OK. OK. Alors, je peux passer à la deuxième partie. On va prendre un petit peu plus de temps, du coup. Euh, alors, voilà, donc les aspects pratiques, qu'est-ce qu'on a voulu mettre dans ces aspects pratiques? Bah, c'est un petit peu euh, les choses qui nous paraissent Je te coupe, Sido, j'ai Christine qui lève la main. Ah, Bonjour. Euh, Bonjour. donc, je me présente, je suis nouvelle un peu, hein. Je ne suis pas sage-femme à domicile. Je suis à la retraite maintenant, d'accord, mais je suis très passionnée par la AD, donc voilà, et j'étais sage-femme enseignante mes 15-20 dernières années d'exercice. Moi, j'ai une question par rapport à l'item 4. Alors, je fais partie du département 33, donc comme vous le savez, peut-être, il y a eu pas mal de remue-ménage au niveau de la AD. Il y a du remue-ménage actuellement. Et je me posais juste la question quand vous dites que la sage-femme reconnaît que chaque femme a la compétence pour prendre des décisions concernant tous les aspects de sa vie, etc. Alors, j'ai acheté le livre, mais je ne l'ai pas encore parcouru. Je voulais juste savoir si dedans, quand vous dites elle informe de la façon la plus exhaustive possible, etc., est-ce qu'il est précisé dedans quelle information on doit donner, par exemple, vous dites qu'il y a on va dire, cette règle éthique à respecter, évidemment, que je partage, hein, mais je me posais la question jusqu'où va votre livre? Alors, je ne sais pas, peut-être que vous allez le dire tout à l'heure, mais en lisant ça, je me dis, bon, voilà, je lis ça, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on entend par exhaustivité, etc., etc. alors, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu, parce que je ne vois pas où vous voulez nous emmener, en fait. J'en sais rien, moi, par exemple, sur une femme qui a je sais rien, quelque chose comment dire, qu'est-ce que je pourrais sortir? Par exemple, concernant le diabète, par exemple, d'accord? Elle a mis au monde un gros bébé, etc. Enfin, est-ce que en termes quand vous entendez exhaustivité des questions, enfin, de l'information à donner, euh, sur quoi elle va baser ça? Sur les recommandations HAS, s'il y en a, quand il n'y en a pas, sur quoi on les base? Est-ce que Concernant le diabète, il y a beaucoup. par exemple, le diabète, mais ça peut être n'importe quel autre. Voilà, je me posais la question. Sidonie, Oui, est-ce que tu me permets d'essayer de répondre en me recadrant si je vais trop loin? vas-y, vas-y. Donc moi, c'est Neza, Samy de mon nom de famille, sage-femme libérale, accouchement à domicile depuis 15 ans, blablabla. On s'en fout. En revanche, j'ai passé un DU, diplôme interuniversitaire d'expertise médicale. Et OK? donc, pour ce genre de questionnement, c'est très clair. Médicalement parlant, de notre profession,
on doit donner les informations claires et complètes. Donc oui, s'il y a des recommandations, on explique les recommandations. Si besoin, on peut même demander un deuxième avis pour que la femme ait bien compris. Et on s'appuie également sur la loi Kouchner qui explique bien que chaque patient a le choix. Et donc, à partir du moment où un couple, une femme, par exemple sur un cas de diabète, non insulinodépendant, avec un gros bébé, mais qui a déjà accouché voix basse d'un gros bébé et qui là a aussi un diabète non insulinodépendant, donc équilibré, et qui désire vraiment accoucher à domicile, on lui donne les informations de oui, ça peut bien se passer, comme les informations de voilà ce qui se passe si ça se passe pas bien et voilà jusqu'où ça peut aller, parce qu'effectivement, c'est notre rôle médical. Et si la patiente prend la décision de continuer sur son projet et que nous, on estime qu'effectivement, on peut l'y accompagner, on le fait. Et on pourra s'appuyer pour expliquer notre choix sur effectivement les études. Et sur une expertise médicale, on remarquera d'ailleurs que les dossiers d'accouchement à domicile sont bien plus complets en information que les dossiers hospitaliers. C'est ce qui ressort des expertises sur lesquelles j'étais, ou sur les dossiers hospitaliers, on va effectivement donner toute la pathologie sans vraiment expliquer ce qu'on pourrait faire pour essayer et donner un choix éclairé, mais plutôt un choix guidé. Et donc, dans ces recommandations que nous expliquons, nous donnons le choix guidé. Donc, on ne cache aucune information, ni positive, ni négative, et on explique. Ce qui nous manque en France, vraiment dans notre culture médicale par rapport à l'Angleterre, où là, il y a quasiment plus d'attaques de patients, c'est de faire confiance justement au choix du patient. Plus on va les infantiliser en leur donnant des informations gravissimes sans ouvrir le débat sur le fait que parfois ça peut quand même bien se passer, plus en France, on voit des gens qui vont se fermer. Alors qu'en Angleterre, par exemple, c'est la patiente, même si elle décide, par exemple, sur un utérus cicatriciel, d'accoucher à domicile, ou sur un bicicatriciel, encore un peu plus de stress, d'accoucher à la maison, on va tout mettre en place pour lui donner l'information, on va marquer les informations données dans le dossier. La signature ne sert à rien, médicalement parlant et juridiquement parlant. Et si elle veut vraiment le faire, alors la sage-femme et l'équipe seront obligés d'aller auprès de cette patiente pour ne pas la laisser seule et pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Angleterre, il n'y a quasiment pas d'accouchement non assisté. Et les patients se sentent entendus et finalement, pour la majorité, se rallient au choix des médicaux dans ce genre de situation. Donc, quand vous demandez comment est donnée l'information est donnée de façon la plus claire possible. Il faut que ce soit bien écrit dans nos dossiers. Et heureusement, nous faisons toutes de l'information grâce aussi aux préparations à la naissance où nous pouvons expliquer les choses et spécifiquement pour chaque patiente, ce qui est le bénéfice du one-to-one ou du global. Ça va comme réponse? Ouais, très bien. Mais n'ayant pas lu le livre, je me disais, est-ce que dedans, il y a ce genre de rappel? Enfin, voilà, c'était une question. Même sans avoir lu le livre, normalement, les collègues le savent. Oui, ça, bien sûr. Après, on appuie un peu plus sur le fait qu'il faut écrire. Parce que dans le dossier, il faut pouvoir faire la preuve que l'information a été donnée. Et quand les patients disent oui, oui, elles m'ont bien expliqué, il faut effectivement que dans le dossier, quelque part, il y ait écrit information donnée aux patients. Et c'est comme ça d'ailleurs que la spécialité médicale qui était le plus attaquée en France, qui était la chirurgie esthétique avec des sommes hallucinantes, est devenue la moins attaquée parce qu'effectivement, ils donnent les informations sur tout. Et on suit le choix du patient. Oui, et je rejoins complètement Neza dans l'importance de tracer ça dans nos dossiers. Sur certains aspects, on pourrait être beaucoup plus légère, même au niveau d'un suivi de travail, par exemple. Mais je trouve que c'est important pour être reconnu et respecté dans notre pratique, c'est aussi de parler le même langage que les hospitaliers, quelque part. J'ai une question d'Hélène. Hélène, si tu veux prendre la parole. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Moi, je voulais réagir à la question de Christine. Moi, je me pose des questions toujours sur cette information exhaustive, la plus exhaustive possible, à la façon
de l'hôpital selon le paradigme médical. Est-ce qu'on va raconter aux femmes beaucoup de choses autour des complications, des difficultés, alors qu'il me semble que notre rôle est aussi de rassurer, de soutenir la physiologie au maximum. Donc pour moi, la question de Christine, elle est primordiale parce que qu'est-ce qu'il y a dans cette information la plus exhaustive possible? De quoi on parle? Et il me semble qu'on a aussi on a un rôle de rassurance qui n'est pas de nier toute complication et de dire que tout va toujours bien, mais est-ce qu'on doit faire un focus permanent sur tout ce qui pourrait se passer de mal parce qu'on voudrait se rassurer, être sûr que la dame a bien entendu et éviter d'être attaqué là-dessus si on a une plainte? Alors, réponse juridique, c'est écrit noir sur blanc. Il faut expliquer les cas les plus rarissimes et gravissimes. Par exemple, la procédance du cordon et la Sherpé pour n'importe quel patient, en leur disant s'il y a ça qui se passe, tu m'appelles même pas, tu appelles SAMU. Et deuxièmement, il faut parler des situations les plus courantes et les moins graves. Donc, sur une dystocie des épaules, eh ben, il faut expliquer effectivement, si elle fait partie de ces risques-là, la situation gravissime, mais il faut aussi lui expliquer les situations les moins graves. Donc, le fait de ne pas avoir à faire de manœuvres ou le fait qu'il y a des manœuvres qui réduisent et que pendant le travail, on pourra tout à fait être à même de voir des signes arriver et de partir de la maison parce qu'il y a des signes qui nous montreraient que la naissance va se compliquer. Ouais, je suis Et ça, d'accord. c'est le one-to-one qui le permet, contrairement à l'accouchement à l'hôpital où en fait, on n'est pas auprès de la patiente 24/24 et donc on ne voit pas ces petits signes arriver. Et donc, on peut être tout à fait rassurant en disant, OK, il est au 97e percentile, mais on sait que statistiquement, ce n'est pas les plus gros qui font les plus grosses dystocies. On sait que statistiquement, les positionnements, les péridurales, etc., peuvent augmenter, c'est dans les études. Et on peut dire, en revanche, si effectivement ça se produit, voilà ce qu'il faut que je fasse. Et là, on a donné une information complète. On n'a pas dit au patient, ouh là là, 97e percentile, il faut être à la maternité, déclenché à 39 semaines, sous péri, avec les manœuvres, et puis accouchement au bloc. Et puis ça, c'est les protocoles hospitaliers, c'est comme ça qu'ils se rassurent, et c'est certainement parce qu'ils n'ont pas assez de sages-femmes pour pouvoir être auprès des patients de 24/24. C'est pas parce qu'ils sont mauvais et qu'ils ne sauraient pas faire comme nous, ils sauraient, sauf qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'il n'y a pas ce one-to-one qui nous permet à nous d'avoir cette vigilance constante et cette clinique constante de se dire ah ouais, ok, il descend bien, ok, le col se boule bien, ok, tout va bien. Alors qu'on nous apprend effectivement à l'école que la dystocie, c'est au moment de l'engagement qu'on va le savoir. Non, en fait, il y a plein de signes en avant. C'est ça. Merci beaucoup. C'était un exemple. Je vous en prie, on n'apprend pas ça à l'école. Hein. Alors, je vous interromps. On a une question de Céline. Céline, si tu veux nous donner ta question. Oui, bonjour, Céline de l'Alsace. C'est pas une question, c'était une remarque sur cette discussion qu'on a là. Je pense que pour moi, donner l'information la plus exhaustive et la plus neutre possible, je trouve que c'est important d'être conscient que en fait, c'est impossible de donner une information qui soit complètement neutre. En tout cas, c'est mon sentiment. Et d'en être conscient, ça permet de faire toujours cet effort de, euh, d'améliorer notre manière de donner l'information, que ce soit, enfin, c'est super intéressant ce que nous disait Neza là, avec le côté juridique. Enfin, je trouve que déjà, ça, c'est une chose importante. Et deuxièmement, dans cette enfin, pas recommandation, mais dans l'item 4 là, des principes éthiques, il me semble que la chose qui soit la plus importante, c'est peut-être le fait de considérer que les femmes sont capables de prendre les décisions les concernant. Et ça, c'est vraiment, il me semble, ce qui est différent entre notre paradigme à nous, qui va plus ressembler au paradigme du Royaume-Uni, et celui de l'hôpital où en fait on dit oui, on va laisser les gens prendre des décisions, mais en fait on utilise des moyens comme la peur, la culpabilisation, etc. pour les amener à la décision que nous on trouve être la bonne. Et donc moi ce que je trouve vraiment le plus important dans cet item 4 là, c'est le fait de dire, donc je trouve ça super de dire
bah, on va considérer que les gens sont capables de prendre les décisions pour eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, Et Cécile. j'entérine ce que tu dis, Céline, ce qui vient souvent en contradiction avec les pratiques hospitalières où les femmes ne sont pas écoutées ou respectées dans leurs propres choix. Ça vient un petit peu, ça vient. Doucettement. Doucettement, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette première partie côté éthique? Sinon, on est parti. J'ai une question, mais je pense que ça concerne plus le côté pratique. C'est est-ce qu'on parle de l'ordre des sages-femmes et du fait d'être inscrite à l'ordre dans notre charte? Mhm. Eh ben, écoutez, à ce moment-là, ben, on va respecter le timing. Il est 13h30, on peut passer à la deuxième partie, qui est la charte pratique, du coup, le côté pratique. Sido? Oui. Alors, du coup, sont réunis dans cette de, de ce côté-là, nous avons 8 items qui nous paraissaient assez adaptés à la manière dont on pratique, un petit peu des conditions sine qua non pour pouvoir offrir le, nos, nos compétences à la population qui s'adresse à nous, si je puis dire. Donc, voilà, on invite les sages-femmes à prendre connaissance du guide pratique, à le lire. La sage-femme assure un accompagnement global, donc on invite plutôt à envisager d'accompagner les couples dans le cadre d'un accompagnement global. Euh, hop. Euh, et de vérifier l'accessibilité, bien sûr, aux services d'urgence, tous les aspects pratiques de distance. Voilà, il faut, dans le sens d'être raisonnable par rapport à ça. Euh, ah oui, alors un point important, comme vous le savez, la FFRSP, on l'a dit à de nombreuses occasions dans les newsletters et tout ça. Donc la FFRSP, qui est la Fédération française des réseaux de périnatalité, de santé périnatale, euh, a regroupé les sociétés savantes, les gynécos, les anesthésistes, les pédiatres, les sages-femmes, bref, tout ce beau monde, pour rédiger des documents à l'adresse des couples qui ont le projet d'un accouchement à domicile, mais aussi à l'adresse de nos collègues particulièrement hospitaliers qui recevraient des familles qui ont ce projet. Donc, on vous invite à renvoyer les couples vers ces documents. Voilà. Si ce n'est de leur remettre, leur donner les liens, quoi, et d'expliquer. On incite les collègues débutantes, l'AAD, même si elles ont une longue expérience hospitalière, quand même de se rapprocher d'une sage-femme qui en a l'habitude et d'établir avec elle un compagnonnage. Euh, voilà, c'est conseillé puisque dans notre formation initiale, comme vous le savez toutes, ce n'est pas du tout abordé. Donc ça me paraît, ne serait-ce que par exemple pour les histoires organisationnelles, on peut prendre des astuces chez nos collègues. Alors, comme nous le recommande le Code de la santé publique, il est question nous avons l'obligation de nous tenir à jour, euh, notamment gestes d'urgence, réanimation du nouveau-né, etc. Donc, en France, ça n'existait pas. C'est l'APAD en collaboration avec des formateurs, notamment québécois, qui a mis au point cette formation. Donc, voilà, on vous incite fortement à vous tenir à jour de ces gestes d'urgence.
Euh, on a plutôt dans l'idée que travailler en groupe, se fédérer, réfléchir ensemble, c'est un gage de bonnes pratiques aussi. Le travail de manière isolée, bah, ça peut entraîner toutes sortes de biais. Donc, réfléchir ensemble paraît une bonne option. Donc, il y a plein de possibilités pour réfléchir avec d'autres collègues sur notre territoire, et notamment la PAD propose des staffs, mais il y a aussi les antennes locales ou tout simplement des regroupements de sages-femmes AAD informels. Voilà. Évidemment, la sage-femme est adhérente de la PAD, bon, ça va de soi, et réalise le recueil participe au recueil des statistiques afin de pouvoir établir des Les analyses épidémiologiques. analyses, pardon, de pratique, voilà. Et vous savez bien que désormais, ça passe par l'ODIPOG, ce qui va nous donner du poids parce que l'interprétation des chiffres, nous ne serons plus jugés partis, et donc peut-être que nos chiffres sont un petit peu plus pris en compte. Voilà. Merci, Il y a une Catherine. question de